On est vraiment coincé dans la timeline la plus de droite, quoi. C'est vrai. Tu te rends compte? Ça se trouve, il y a un univers parallèle où jeudi dernier, il y avait un débat sur TF1 entre Nathalie Arthaud et Olivier Besancenot pour savoir ce qu'ils allaient faire aux riches. Ouais, mais là, à ce niveau-là, même un débat qui est le plus centriste entre Bayrou et Benoît Hamon dans une autre dimension, ça m'allait. Hein. Ouais, on en est là. Alors aujourd'hui, on va parler des bourgeois. Et je veux voir le mot bourgeois en trending topic. Vous avez vu, on n'a pas mis bourgeois dans le titre, on a mis riche. C'est pas un peu pareil? Alors non, par exemple, on ne peut pas dire que ce lait de coco soit bourgeois en matière grasse et en oligo-éléments. Tu m'as bien intrigué avec ton histoire de lait de coco. Être riche, c'est avoir de la thune, ok, mais c'est pas ça qui fait de vous un bourgeois. Je peux vous trouver plein de riches qui sont pas des bourgeois. Bon, faut remonter un peu parce qu'aujourd'hui la bourgeoisie est hégémonique et son mode de production s'est répandu sur toute la planète. Pour être riche aujourd'hui, il faut faire comme les bourgeois, c'est-à-dire investir, contrôler des entreprises, exploiter des salariés, acheter, vendre, louer, etc. Bon, vous-même vous connaissez. Ok, mais comment on devient riche sans faire ça en fait? Bah, par exemple, les pirates. Les pirates, vous savez, ils pillent des trucs, puis après ils mettent leur argent dans une caverne avec une carte, avec une croix si jamais ils le perdent, etc. Mais on connaît tous des pirates qui font ça, c'est trop eux quoi. Oui, mais c'est super con parce que leur argent, ils travaillent pas. Et pourtant, il y a des pirates riches, il y a des sultans riches, des empereurs riches, l'église est riche, mais bon, vous voyez bien que ça, c'est pas des bourgeois. Vous l'avez compris, la bourgeoisie ne se définit pas par son niveau de richesse, mais par sa place dans les rapports de production. Ouais, elle en branle pas une. Non, elle possède les moyens de production, elle fait travailler les autres, et c'est comme ça qu'elle devient plus riche. Mais aujourd'hui, on ne débat plus de la pertinence de ce mode de production capitaliste qui a placé entre les mains des bourgeois énormément de pouvoir économique et politique. Tout le monde a compris qu'il y avait un problème avec les riches, donc le gros débat, c'est de savoir à partir de combien on est riche. À partir de combien est-on riche? Ben, ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois. Pardon? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Mais du coup, c'est à partir de combien qu'on est riche? Mais on s'en fout. Ouais, c'est exactement ce que dirait un riche. Bon, bien sûr, 4000 balles par mois et par tête de pipe, déjà, tu peux te dire... Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Certains ont pointé la déconnexion de Bayrou pour qui gagner plus que 90% de la population active, c'est encore être dans la classe moyenne. Mais ça, c'est classique, hein. C'est même emblématique. Je sais pas si vous avez déjà rencontré un riche, mais si vous lui demandez est-ce que tu te sens riche, il va se lancer dans un exercice de modestie admirable. Avec ce que l'État me prend, il ne me reste plus grand-chose. Hein. Oh, je suis quasiment ruiné. Enfin, on se plaint pas, mais enfin, ce matraquage fiscal... Bien sûr, il y a de vrais riches, mais c'est Jeff Bezos ou Picsou. Picsou, voilà. Très bien, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Du coup, c'est pas grand monde si on les écoute, il y a un jugement de valeur derrière le terme riche, c'est pas qu'une posture, c'est politique, si on admet qu'on est riche, on admet qu'on est taxable. Eh oui, faut pas les taxer, sinon ils partent. Et quand ils partent, les bourgeois ne partent pas bouder n'importe où, ils partent pas mal au Luxembourg par exemple. Le Monde révélait la semaine dernière des chiffres affolants, 6 500 milliards d'euros dorment dans ce petit paradis fiscal au cœur de l'Union européenne. 6 500 milliards. Non mais mince alors qu'on avait supprimé l'ISF justement pour qu'il reste chez nous. C'est incompréhensible. C'est même pire depuis la suppression de l'ISF, car selon la députée anciennement LREM Émilie Cariou, la fin de l'impôt sur la fortune a privé l'administration d'une source de connaissances sur le patrimoine réel des personnes, ce qui permet plus de discrétion à nos riches qu'il faut pas qu'ils partent. Selon l'enquête du Monde, 15 000 Français auraient des sociétés au Luxembourg. En tout, rien que ça fait 100 milliards d'euros d'actifs, soit 4% du PIB français. Peut-être qu'ils partent à cause du climat anti-riche dans ce pays éruptif, quasi-communiste et qui cultive des passions égalitaires dont on sait qu'elles conduisent au pire. Oui, on les comprend cela, parce que c'est vrai que quand on va les choper à un moment... Est-ce que la France a un problème avec ceux qui gagnent de l'argent? Mais arrête, il a peut-être des arguments imparables. Bon, tu vas voir, les arguments, ça va être on n'aime pas les riches dans ce pays. Bon, la France n'aime pas les riches, ça c'est bien connu, c'est d'ailleurs une originalité relative. Par rapport à ceux qui nous entourent. Aux États-Unis, on adule la richesse, on considère que c'est presque une preuve de moralité. En Grande-Bretagne, on accepte des inégalités stoïques. Ah bah oui, on peut aligner les clichés comme ça sur tous les pays. Bah ouais, tiens, les Allemands, genre, ils sont sérieux, ils travaillent dur et ils mangent des saucisses. Les Espagnols, c'est des branleurs, ils mangent très tard. Et les Japonais? C'est des Japonais. Hein? Ils sont japonais. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non mais la structure est pas du tout la même. Ouais, ils sont japonais, les Ah, mais japonais, attendez. nous on est des français, on est français, ouais, C'est pas d'accord. pareil du tout. Ok, monsieur l'anglais, il faut faire descendre la température là. Écoutez, Mélenchon. soyez raisonnable, c'est pas un argument, ils sont japonais. Bon, on continue le tour des pays là où on parle des riches. On peut faire un dernier, l'Italie. Il parle avec les mains, Parmesan, Berlusconi. En Italie, on est capable de tomber amoureux des succès financiers de Berlusconi. Bon, en France, on n'est pas comme ça, mais on le sait, la France est un pays, c'est le pays de l'égalité.
Donc parler des riches, désigner des riches, pour certains c'est déjà stigmatisant, donc il vaut mieux parler des inégalités. Bah oui, parce que si on dit il faut combattre les riches, c'est trop violent. Il faut combattre les inégalités. Enfin, pour ceux qui veulent bien les combattre, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie qu'on s'attaque à ça et qui vont trouver ça normal qu'il y ait des inégalités. Qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre dame? Ça a toujours été comme ça. Le sentiment d'inégalité est plus fort en France qu'ailleurs, alors que les inégalités sont très fortes partout, d'ailleurs sous tous les régimes, quels qu'ils soient, et sur tous les continents. Et d'ailleurs, de tout temps, l'homme a connu les inégalités, c'est normal. Non mais là c'est différent, c'est la crise, même l'anglais il dit qu'il y a un problème. Ah l'anglais, la city, le chapeau melon. Mais non mais pas lui, François Langlais, le spécialiste du Japon, il a parlé des riches il y a pas longtemps. Mais alors si je résume, quand ça va bien, ils s'enrichissent, et quand ça va mal, ils s'enrichissent. Oui, ça va bien résumé. J'irai même plus loin, ils s'enrichissent davantage lorsque ça va mal, grâce aux politiques de soutien à l'économie qu'on a mises en œuvre. Ah oui. Ah donc ça y est, même eux ils se disent qu'il y a un problème. Ah non mais t'inquiète, ils en tirent aucune conclusion politique. Hein. C'est l'effet pervers des politiques monétaires largement adoptées par l'Europe, par le Japon et les États-Unis. Elles aident beaucoup plus les riches que les pauvres. C'est très impressionnant, merci beaucoup François Langlais. C'est très impressionnant comment on se fait niquer quand même. Bah oui mais c'est dommage qu'on n'y puisse rien. Bah oui, tant pis. Allez, on va bouffer. Vous êtes sur RTL. Si on résume, pendant la crise Covid, les gouvernements ont concentré leurs aides sur les banques et les entreprises et les riches se sont enrichis. Les Français les plus aisés ont pu mettre de côté, combien en ont d'ailleurs profité pour mettre de côté au Luxembourg, on saura plus tard. Hein. En attendant, les États ont contracté des dettes pour que le capitalisme continue à tourner. Les masses laborieuses sont devenues étonnamment plus pauvres et les bourgeois se sont enrichis. Comme tous les ans, le rapport Oxfam pointe ce problème, dénonce l'augmentation des inégalités, des fortunes colossales s'amassent au sommet et n'irriguent pas l'économie. Au contraire, elles alimentent la mégalomanie de quelques multimilliardaires qui se prennent pour des génies. Genre l'autre qui envoie des bagnoles dans l'espace, ou l'autre d'Amazon qui veut aussi aller dans l'espace. Genre là, en ce moment, la priorité de l'humanité, c'est faire la bataille de quéquette pour savoir qui va aller le plus loin dans l'espace. Tu vois, on en est là. C'est des gamins, c'est des gros gamins. Non, mais je pense qu'il faut leur couper l'argent public de poche, là, c'est pas possible. Et encore, ça aurait été un peu stylé si au lieu d'être fan d'espace, ils étaient fans de dinosaures. Il commence à planer sur le monde un climat de haine des riches, ça s'est vu à Davos, les dirigeants politiques commencent à avertir les bourgeois qu'il va falloir calmer un peu le jeu, parce que là, la priorité, ça va être de réparer les dégâts de la crise Covid et de relancer la vraie économie, celle qui fait des emplois. Même Macron l'a dit dans son speech sur la mondialisation. Avec l'accélération des réseaux sociaux, elle a mondialisé l'imaginaire, en créant aussi une soutenabilité, si je puis dire, des systèmes de comparaison, j'utiliserai ce terme, de plus en plus difficiles. Là, je vous traduis, il a dit que maintenant, les inégalités, on les voyait plus. Et oui, à cause d'Internet. Et oui, donc ça devient un problème parce que les gens s'en rendent compte. Et donc la solution, c'est qu'il faudrait des bourgeois, des entreprises plus responsables, qui arrêtent un peu d'énerver les gens et qui se rendent utiles pour la transition écologique, par exemple. C'est ça la conclusion de Macron. Nous devons réformer nos entreprises en leur sein, en leur cœur, pour que, en quelque sorte, l'ensemble des parties prenantes, donc des stakeholders, les employés, les dirigeants, les actionnaires, intègrent dans leur comportement, mais aussi dans ce qu'on mesure, eh bien, l'impact de leur action en termes économique, social, environnemental et démocratique. Regardez comme il est satisfait de sa solution qu'il a trouvée pour qu'on arrête de s'énerver sur les inégalités. Et il n'est pas le seul à proposer ça comme solution. Le président fondateur du Forum économique de Davos enjoint lui aussi les entreprises à faire un petit peu moins n'importe quoi. Reconstruire une économie mondiale qui continue à subir la crise sanitaire, certes, mais pas non plus à n'importe quel prix. But we have to do so in a way that our economy and our society will be more resilient, more inclusive and more sustainable. Bon, en fait, c'est comme la semaine dernière. Le problème, c'est qu'on cherche la confiance. On en appelle à la responsabilité individuelle des patrons. On veut éviter les contraintes. Voilà, sinon ils se barrent sur Mars maintenant. Mais va falloir leur imposer des contraintes au bout d'un moment. Le problème, c'est pas qu'ils soient riches, c'est que cette richesse leur donne des leviers de pouvoir. Le pouvoir politique va avec le pouvoir économique et il va falloir les calmer. Alors comment on fait? On peut essayer de les taxer, comme le propose Piketty ou Oxfam depuis des années. Sur ce point, juste pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont déjà pris des mesures dans ce sens, notamment l'Argentine et la Bolivie qui ont mis en place un impôt exceptionnel sur la fortune pour payer la facture du corona. Il y a les mêmes discussions qui existent en Espagne, au Royaume-Uni. Il faut voir ce que fera l'administration Biden. Donc il y a un mouvement de certains pays qui disent « Ok, il faut qu'on revoie notre modèle économique ». Ou alors il est peut-être temps d'en revenir aux bonnes vieilles solutions. La guillotine. L'expropriation, moi je pensais, c'est déjà pas mal. L'expropriation, c'est-à-dire remettre l'appareil de production au service des besoins des sociétés et non pas au service des besoins de quelques individus qui deviennent zinzin, là. Hein, ça suffit de sacraliser comme ça la propriété privée. Je trouve ça un peu choquant ce que tu dis.
T'as dit la guillotine, toi! La meilleure des guillotines ici, c'est d'avoir le courage de procéder à des socialisations ou des nationalisations, comme vous voulez. Va-t-on attendre qu'ils aient tout détruit, les océans, le climat? Va-t-on attendre qu'ils aient racheté tous les médias, corrompu tous les décideurs et démantelé toute protection sociale? Une gauche sérieuse aujourd'hui doit se poser cette question. Il ne s'agit pas de rendre les riches moins riches, il faut surtout désacraliser la propriété privée des moyens de production, source de tous les chantages et source de tout leur pouvoir. Alors oui, commencer par les taxer, ce serait pas mal, mais je suis pas sûr que ça suffise face aux enjeux cruciaux de notre époque. Voilà. À lundi prochain. Alors attends, pour changer, fais la guillotine, ça leur fait peur ça. Bon, on a dit à lundi prochain, mais en fait, la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, on est en congé. Et, Voilà, on avait la flemme de retourner le dernier plan, donc on a laissé le lundi prochain. on avait fait un super dernier plan, il avait vachement bien réussi sa guillotine. Enfin, vous comprenez quoi.